et Trump. Il y a une convergence idéologique. L'entente paraît par ailleurs bonne. On peut cependant aussi remarquer peut-être qu'il n'y a pas, bizarrement, l'aspect très personnel que la relation avait prise à l'époque de Trump. On se souvient un petit peu de ces relations très personnelles, de ces jeux de main, etc. On n'a pas du tout ça. On a quelque chose de beaucoup plus classique. Et comment vous l'expliquez, ça, ce paradoxe, la relation interpersonnelle plus forte entre Trump et Macron, alors que sur le fond, ils étaient très différents? Alors, on peut penser déjà qu'il y a la différence d'âge. Je veux dire, il ne faut pas oublier quand même qu'on a deux chefs d'État qui n'ont pas du tout le même âge aujourd'hui. Joe Biden, on le sait, est assez âgé, donc il apporte aussi une forme... Trump n'est pas tellement plus jeune non plus. Oui, mais à l'époque, disons que la différence était moindre, en 2017-2018, et puis il a toujours cette forme d'énergie, on va dire, Trump, et de débauche parfois d'énergie. En concernant Biden et Macron, il y a vraiment un chef d'État vraiment très ancien, vraiment avec une antériorité, et on voit donc une relation tout à fait cordiale et amicale, mais qui n'est peut-être pas aussi interpersonnelle qu'elle l'était peut-être à l'époque de Trump. Puisque vous parliez de l'âge, c'est évidemment un des sujets, notamment dans la campagne américaine, on pourra y revenir, mais l'âge de Joe Biden, l'état de santé de Joe Biden, petite parenthèse là-dessus, il a l'air fatigué, mais est-ce que finalement, est-ce que c'est toujours comme ça? Comment est-ce que vous l'observez? Alors, c'est vraiment c'est une thématique qui a pris une importance très particulière cette semaine, puisqu'au moment où il est arrivé en France, le Wall Street Journal, qui est un grand journal américain, vraiment un journal de référence, a été le premier, en quelque sorte, à franchir le Rubicon et à mettre en une un article extrêmement fouillé sur des défaillances qui auraient été vues dans le comportement de Joe Biden à la Maison-Blanche, des moments où il n'est pas très concentré apparemment, des moments où il n'est peut-être pas forcément au mieux dans les réunions. Alors les démocrates et la Maison-Blanche ont contesté cet article, mais de ce fait, la visite ici en France prenait une importance particulière. Oui, parce qu'elle est rare en plus. C'est la seule visite d'État de l'année, aussi parce qu'il est fatigué, il a besoin de moments à lui. Effectivement, mais avec cet article, ça prenait une importance toute particulière. Incontestablement, l'âge est vraiment une question qui obsède les électeurs américains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, presque les 3/4 des électeurs américains et presque les 2/3 des électeurs démocrates trouvent que Joe Biden est trop âgé pour être un président efficace. On va reparler plus en détail de la présidentielle, des enjeux de la présidentielle américaine. Mais d'abord, l'Ukraine, qui est au cœur de cette visite d'État. Dans son discours aux commémorations du D-Day, Joe Biden a fustigé l'isolationnisme et promis qu'il n'abandonnerait jamais l'Ukraine. Ça, c'était une allusion explicite à Donald Trump. Pourquoi soutenir l'Ukraine? C'est si important pour Joe Biden, aux antipodes de Donald Trump? Alors, premièrement, parce que Joe Biden, qui est devenu président, on s'en souvient, après l'insurrection du Capitole, ce moment traumatisant pour la démocratie américaine, a fait de la défense de la démocratie aux États-Unis et à l'extérieur, de la démocratie libérale, son cheval de bataille principal. Et évidemment, il le réactive ici, puisque il dit qu'il est le dernier rempart de la démocratie libérale si jamais Donald Trump devait revenir au pouvoir. Donc, ici, il fait coup double. Premièrement, il réaffirme sa différence avec Trump en disant « Moi, je défends les valeurs du libéralisme, de la démocratie et du multilatéralisme, c'est-à-dire de l'alliance des démocraties libérales. » Et deuxièmement, il réaffirme son soutien à l'Ukraine parce que, justement, pour lui, l'Ukraine, c'est un front, c'est le premier front de lutte contre les autoritarismes, contre les dictatures, et en particulier avec Vladimir Poutine. Il n'a pas hésité d'ailleurs à comparer hier, pour voir quand même jusqu'où ça va, à comparer la défense de l'Ukraine contre Vladimir Poutine à la défense contre Hitler et l'Axe en 1944. Pour lui, il a fait ce parallèle-là. Hein. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Il a évoqué l'Europe aussi, comme Emmanuel Macron avait évoqué l'Europe qui peut mourir. Joe Biden qui a annoncé une nouvelle aide de 225 millions de dollars pour l'Ukraine. Emmanuel Macron qui a annoncé la cession d'avions à l'Ukraine. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui s'est rapproché de Joe Biden, ou est-ce que c'est Joe Biden qui est devenu plus prudent et aujourd'hui Emmanuel Macron qui est à la pointe de ce soutien? Alors, pour Joe Biden, il est impératif que d'ici novembre, d'ici l'élection, l'Ukraine ne connaisse pas de défaite marquante, par exemple dans la région de Kharkiv. Il a lié son sort et le sort de sa présidence à l'Ukraine. Il y a beaucoup trop d'aide qui a déjà été investie par les États-Unis pour aujourd'hui reculer. Il l'a dit hier à Zelensky, nous serons toujours avec vous, sans rupture et sans jamais reculer. Bon, ça...
ça a été dit. Maintenant, une fois qu'on rentre dans les détails, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le président français semble en effet être plus allant. Il propose de donner des avions de chasse à l'Ukraine. Il dit pourquoi pas des troupes sur le terrain. Et sur ce point-là, Joe Biden est toujours beaucoup plus circonspect, beaucoup plus prudent. C'est un homme, là encore, je pense que l'âge et l'expérience, c'est un homme qui a été formé dans la guerre froide. Il a une peur très forte de l'escalade face à la Russie, et donc il est beaucoup plus en retrait sur ce point-là. Vous nous parliez tout à l'heure de Donald Trump qui pourrait être réélu, c'est un scénario évidemment largement plausible en novembre prochain, et lui il menace de se désengager de l'OTAN. Ce type de menace, est-ce que vous pensez qu'elle est crédible? Il menace beaucoup, mais est-ce que vous pensez qu'il pourra aller jusqu'au bout, ce qui aurait des conséquences évidemment majeures sur notamment la situation en Ukraine? Il y a deux hypothèses vis-à-vis de Trump et l'OTAN. Est-ce que Trump joue, c'est la stratégie du fou, est-ce qu'il fait monter la pression pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire que les Européens augmentent leur budget de la défense pour partager le fardeau avec les États-Unis? Ça, c'est l'hypothèse, on va dire, optimiste pour les Européens. D'ailleurs, il l'a déjà dit, il l'a assumé, si vous ne payez pas suffisamment, je ne vous protège pas. Exactement. Donc ça, c'est l'hypothèse optimiste. Ce serait une stratégie de négociation. On retrouve le Trump qui cherche toujours à faire des accords, qui met la pression dans une négociation. Cependant, on a eu beaucoup de témoignages maintenant sur son premier mandat, de 2017 à 2021, et on sait qu'à l'époque, il s'en est fallu de très peu. Et il a fallu à l'époque l'intervention de conseillers qui étaient conservateurs mais pas trumpistes, qui étaient encore autour de lui. On peut penser à Bolton, qui a été son conseiller à la sécurité nationale, qui l'ont empêché, sur un peu un coup de sang, de quitter l'OTAN. Le problème, c'est que si Trump est réélu, ce ne seront plus du tout les mêmes équipes autour de lui. Il n'y a plus ces conservateurs traditionnels, ces néoconservateurs bushistes qui étaient encore autour de lui durant le premier mandat. Autour de lui, il n'aura plus que des hommes qui ont été formés à son logiciel isolationniste. Donc encore plus radical, encore plus extrême que... Encore plus radical au sens où ce sont des hommes qui sont convaincus que les intérêts de l'Amérique doivent passer toujours d'abord et qu'une alliance où les États-Unis n'ont pas l'entière mainmise n'est pas une alliance utile. Corentin Cellin, professeur d'histoire spécialisé des États-Unis. On y revient dans un instant sur la situation, notamment internationale, via cette vision des États-Unis. Corentin Cellin, dans un instant, juste après le fil info, il est 8h41, Claire Checaglini. La Nouvelle-Calédonie sous couvre-feu jusqu'au 17 juin, annonce du Haut-Commissariat ce matin. Quelques minutes plus tôt, le parquet de Nouméa a fait état d'un 8e mort après le déclenchement des émeutes. Bureau de vote ouvert à 15h en Italie cet après-midi jusqu'à 23h ce soir, puis toute la journée. Les Lettons, les Slovaques, les Maltais se rendent aussi aux urnes pour élire leurs eurodéputés aujourd'hui. En France, la période de réserve va débuter à minuit. Elle s'achèvera demain à 20h. L'hymne américain joué sur la tombe du soldat inconnu à la mi-journée sous l'Arc de Triomphe. Joe Biden entame sa visite d'État, banquet à l'Elysée ce soir. Vigilance orange dans le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Elle sera activée à 18h en raison des orages et des risques de fortes pluies et d'inondations. À Roland-Garros, l'Italienne Jasmine Paolini tentera de faire face à la tornade Swiatek à 15h. La Polonaise numéro 1 mondiale a expédié en 2-7 ses 4 dernières adversaires. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Corentin Cellin, professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour Les Jours, le média d'actualité en ligne. On est à 5 mois de la présidentielle américaine. On parlait de l'Ukraine. Il y a aussi la guerre entre Israël et le Hamas. Cette guerre, c'est devenu un boulet dans la campagne de Joe Biden. Oui, incontestablement, si on fait le lien avec ce que l'on évoquait préalablement, après les attentats du Hamas en octobre, Joe Biden a associé la défense d'Israël à la défense de l'Ukraine. Dans le premier discours qu'il fait à la nation, il dit c'est le même combat. C'est le combat contre le terrorisme, pour la démocratie. Et à cette époque, Joe Biden a affiché son soutien historique, il a été pendant toute sa carrière envers Israël, soutien indéfectible, qui s'est traduit évidemment par l'intensification en particulier de l'aide militaire apportée à Israël. Mais aussitôt cette position prise par Joe Biden, il s'est aperçu que son parti démocrate avait beaucoup changé et que le parti démocrate, qui était autrefois le parti un parti du soutien à Israël, a aujourd'hui une fraction d'élus
et de militants qui ont beaucoup plus de sympathie pour les Palestiniens que pour Israël. Il y a juste une donnée qui est incroyable, un sondage qui a été fait il y a un mois par le Pew Research. Chez les électeurs démocrates, chez les 18-29 ans démocrates, 7% sont plus favorables à Israël et 47% aux Palestiniens. Si on regarde les plus de 65 ans, eh bien là, au contraire, c'est le soutien à Israël qui est largement majoritaire. On voit donc qu'il y a une fracture générationnelle chez les démocrates et qu'il y a eu un basculement. Le Parti démocrate et en particulier les jeunes démocrates sont beaucoup plus favorables aux Palestiniens. Ça veut dire que vous n'êtes pas étonné de ce qui s'est passé sur les campus américains avec cette mobilisation. On pourrait parler même de fièvre de la part d'une partie des étudiants, les tensions qu'il y a eu. Tout ça met en lumière cette fracture qui est aussi au sein de la société américaine. Oui, une fracture dans la société américaine, puisqu'effectivement toute la jeunesse est concernée. La jeunesse est beaucoup plus favorable à la cause palestinienne que les plus anciens qui sont plus favorables à Israël. Mais c'est particulièrement vrai chez les démocrates. Et depuis, Joe Biden, dont on voit dans les sondages que les jeunes de 18 à 29 ans l'abandonnent alors que ça avait été un des socles de sa victoire en 2020, eh bien, depuis, il n'a cessé d'amender sa position. Il change de ton, il hausse le ton, il menace Israël, il lance des avertissements, mais Israël ne l'écoute pas. Est-ce que ça signifie que Joe Biden ne va pas assez loin et qu'il pourrait aller encore plus loin ? Par exemple, il a menacé d'arrêter de livrer des armes à Israël pour, une semaine après, annoncer que finalement, ils allaient livrer des armes à l'État hébreu. Oui, alors, en l'occurrence, c'était pas les mêmes. Il ne parlait pas des mêmes armes, mais c'est vrai que ce va-et-vient ne lui a pas fait du bien dans l'opinion. Beaucoup de jeunes démocrates et favorables à la cause palestinienne trouvent effectivement qu'il est dans la demi-mesure. Certes, il a amendé sa position. Il y a eu des gestes qui ont été faits. Là, par exemple, l'administration Biden est revenue à la position traditionnelle d'avant Trump, qui est de dire que les colonisations israéliennes sur les territoires occupés ne sont pas conformes au droit international. Donc là, voilà, il y avait quand même un geste symbolique fort, mais ce n'est pas assez pour la jeunesse démocrate qui attend aujourd'hui un cessez-le-feu et qui attend effectivement sans doute une diminution de l'aide à Israël. Et pour Biden, c'est fondamental parce que si cet électorat-là ne revient pas, il est en grand danger en novembre. Mais ça veut dire néanmoins que là, vous parlez de l'électorat démocrate. On a du mal à imaginer que des jeunes démocrates se mettent à voter Trump. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Est-ce que Donald Trump bénéficie réellement des atermoiements, de ce flou, de cette stratégie en tout cas de Biden ? Est-ce que Trump en bénéficie ou est-ce que finalement c'est juste plutôt que Biden se retrouve fragilisé ? C'est le problème, c'est qu'on a deux candidats qui... c'est une redite, c'est un nouveau match. Il y a très peu d'enthousiasme. On voit bien que ce sont deux candidats qui ne suscitent pas l'enthousiasme. Sauf que la grande différence pour l'instant entre les deux, c'est que le socle de Trump est beaucoup plus enthousiaste que le socle de Biden. Et donc le risque, c'est si les jeunes... Alors, il faut nuancer, les jeunes sont déçus de Biden, pas seulement pour Gaza, il y a aussi des problématiques économiques en particulier. Mais si les jeunes ne reviennent pas massivement vers Biden, certes, ils vont sûrement pas voter Trump, mais soit ils iront voter pour un tiers candidat, puisque cette année, on a des tiers candidats comme Robert Kennedy, et Robert Kennedy, tiers candidat complotiste, attire beaucoup le vote de la jeunesse dans les sondages, et deuxièmement, ils peuvent simplement s'abstenir. C'est-à-dire que comme c'est une bataille qui va jouer sur un déficit d'enthousiasme, si Biden n'arrive pas à réénergiser, à remobiliser son socle, là, il sera en danger. Et le fait que Donald Trump, à l'issue de son procès, ait été condamné pour avoir acheté le silence d'une star de la pornographie, ça n'a rien changé dans l'opinion américaine ? Alors, on est à J+8, on va rester... mais les premiers sondages, pour l'instant, ne montrent pas d'effet, même pas d'effet du tout. Les sondages nationaux montrent, mais ils ne sont pas très significatifs aux États-Unis puisqu'on vote par État. Bon, les sondages nationaux montrent une légère avance, très légère avance pour Trump. Par contre, les sondages dans les États clés, là où ça va se jouer, montrent une avance plus substantielle de Trump et les sondages qui ont été faits après sa condamnation ne montrent pas une différence pour l'instant étonnante. Alors, on attendra cependant, parce que concernant Trump, peut-être plus que la condamnation, ce qui sera important, ce sera la peine. Si par hasard... Qui tombera en juillet. Qui tombera en juillet. Si par hasard Trump est condamné à de la prison, là, ça peut faire bouger peut-être plus les lignes. Et peut-être, d'autant plus qu'il dénonce, lui, un procès tronqué, truqué, il dénonce un complot contre lui. Il trouve un public avec ce genre de discours ? C'est son discours depuis 2016 qui ne l'a fait que intensifier, c'est-à-dire c'est un discours anti-système,
anti-élite, avec l'idée qu'il y a un État, ce qu'il appelle l'État profond, qui complote aux mains d'élites malveillantes pour priver ce que lui appelle le vrai peuple américain de ses valeurs, de ses valeurs traditionnelles. Et il se pose en défenseur de ces Américains qui seraient asservis par cet État. Et donc forcément, ces ennuis judiciaires qu'il transforme en récit de martyrs, de persécution, servent complètement son discours politique. Et dans ce contexte, un Joe Biden en France pendant 5 jours qui fait des discours sur l'exaltation de l'image américaine de l'héroïsme, est-ce que c'est plutôt une bonne stratégie ou est-ce qu'il s'éloigne des débats américains Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui dans la presse américaine là-dessus ? Justement, le problème, c'est que l'équipe Biden dit « Mais nous, quand on dit défense de la démocratie, on parle surtout aux électeurs qui sont le plus susceptibles d'aller voter, c'est-à-dire les électeurs les plus âgés, des électeurs de plus de 65 ans pour qui la défense de la démocratie, ça leur parle. » Mais beaucoup d'analystes disent les Américains, ils attendent d'abord qu'on leur parle de l'inflation, qu'on leur parle de l'immigration. Et bon, la défense de la démocratie en Normandie, c'est bien, ça fait des belles images, c'est du symbole, mais c'est peut-être pas très efficace électoralement. Corentin Cella, merci beaucoup de nous avoir partagé votre regard sur les États-Unis ce matin, professeur d'histoire spécialiste des États-Unis. On peut vous lire sur le média en ligne Les Jours.